Bonjour à toutes et tous. Voilà aujourd'hui une vidéo qui s'intitule Le syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas, mais en tout cas, je suis sûre que certaines conséquences négatives de votre vie sont peut-être liées à ce syndrome. Et c'est pour ça que j'ai interviewé Fabrice. Donc c'est une interview qui va suivre ici après cette petite présentation. Fabrice qui était justement victime, on peut dire, de ce syndrome, mais qui aujourd'hui a vraiment transcendé ça et justement fait tout le contraire parce qu'il a lancé ses activités et il arrive aujourd'hui à se mettre en avant. Donc c'est pour vous dire que c'est possible. Ce sera vraiment une interview pour vous donner un message positif et d'espoir. Mais d'abord, je voulais juste vous toucher quelques mots sur ce syndrome. En fait, c'est quoi? Peut-être vous ne savez pas. C'est vraiment, en fait, ce sentiment de ne pas mériter la place qu'on occupe, de douter du travail qu'on a accompli dans sa vie. On peut l'appeler aussi... Enfin, c'est un peu, oui, un auto-sabotage. C'est vraiment lié, très lié. Donc les personnes qui subissent, qui sont victimes de ce syndrome, on appelle syndrome, je tiens à dire, juste pour le nom, parce que c'est pas une maladie, mais voilà, c'est un mécanisme qu'on a mis en place depuis très longtemps. Et donc je disais que les personnes qui en souffrent ont l'impression d'être des arnaqueurs qui seront un jour démasqués. C'est assez puissant. Donc ils se disent qu'un jour les gens vont comprendre qui sont en train de mentir, qui sont en train de bluffer, en fait. Et donc, les croyances qu'on a par rapport à ça, c'est j'ai pas assez de diplôme, je suis quelqu'un de banal, d'insignifiant. Si j'ai réussi, c'est parce que les gens sont gentils ou parce que j'ai eu de la chance. J'ai aucun mérite et les gens croient que j'ai des compétences alors que j'en ai pas. Enfin, c'est toujours ce truc de on ne sait pas vraiment qui je suis et un jour, on va le savoir. Et donc, en gros, pour pas avoir des déceptions, et donc pour pas vivre ce jour où ils seront démasqués, ils préfèrent se saboter ou rien faire, donc laisser les chances, les opportunités passer à travers, à côté de leur vie. Les points positifs, il y en a peut-être, à ce syndrome, on va dire, c'est que les personnes qui en souffrent s'impliquent à fond. Donc ça veut dire qu'elles peuvent se baser sur ce point positif, si ça peut rassurer certains, c'est que quand on a ce syndrome de l'imposteur, on est assez perfectionniste. Donc il y a le point positif à ça, si on peut dire, c'est qu'on fait les choses bien et on fait les choses à fond, si on les fait. Mais par contre, le fait d'être perfectionniste à ce point-là, ça met une pression énorme et une grande souffrance. Donc si vous reconnaissez dans cette problématique, j'imagine que ça doit être très difficile à vivre au quotidien. Et ça provoque des peurs telles que la peur de l'échec, mais aussi la peur de réussir, qui est peut-être même plus importante que la peur de l'échec. Et on culpabilise parce qu'on réussit alors qu'on fait aucun effort et du coup, on entre dans une spirale négative avec des pensées négatives. Il y a aussi cette peur du rejet, mais ça c'est vraiment une peur universelle, j'ai envie de dire. Et ce syndrome, en fait, il prend sa source vraiment dans l'enfance ou dans l'adolescence. Ça peut être par exemple un enfant très intelligent qui est premier de classe, qui est un petit génie. Et donc il pense qu'il faut toujours être au-dessus des autres pour être aimé, que c'est son unique place. Ça peut être des parents ou l'entourage qui met beaucoup de pression. Et donc l'échec pour ces enfants-là n'est pas envisageable. Ça peut être aussi un enfant qui est survalorisé par ses parents, alors que dans la vie, ou à l'école, il pourrait être en situation d'échec. Du coup, il ne sait plus trop où se situer. Et les échecs, alors, sont vus comme inacceptables. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais été valorisé, au contraire, donc, ni soutenu dans ses études ou dans ses réussites. Et donc, il y a un renforcement négatif. Il y a des phrases qui sont énoncées quand on est petit, mais ce n'est pas forcément par rapport à ce que disent nos parents, parce que nos parents font de leur mieux, on va dire, avec les clés qu'ils ont. Ça peut être l'entourage, ça peut être les professeurs, et ces phrases-là, en fait, même banales, peuvent marquer et justement figer ce sentiment d'être différent ou de ne pas être une bonne personne, d'être légitime. Les tu dois, les il faut, c'est bien, mais ça, ce sont des phrases qui peuvent favoriser ce syndrome de l'imposteur.
Et imaginons qu'il ne s'est pas développé durant l'enfance ou l'adolescence, il peut apparaître aussi durant l'âge adulte si par exemple on se retrouve à un moment donné dans un environnement très compétitif. Donc un travail où vraiment il y a une concurrence forte, où on ne se sent pas soutenu on n'est pas en collaboration avec des personnes bienveillantes ou qui nous aident. Ou alors si la personne a des nouvelles responsabilités, tout d'un coup, un nouveau rôle, un rôle important dans lequel elle va devoir, par exemple, gérer des équipes, etc. Et donc, on va voir avec Fabrice, d'ailleurs, tout de suite, que le fait déjà d'identifier ce syndrome, d'identifier son origine et les croyances qui sont liées à ce syndrome, permet déjà de faire le premier pas vers la sortie et la résolution de cette problématique. Donc voilà, je vous laisse avec l'interview très intéressante avec Fabrice et vous allez comprendre comment concrètement ça se manifeste et comment concrètement on peut en sortir. Voilà, bonjour Fabrice. Bonjour Fanny. Tu vas bien? Tout va bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Écoute, je suis heureuse que tu aies accepté cette interview. Ça me fait très plaisir pour parler de sujets universels, humains, qui nous touchent tous. Je vais te laisser te présenter d'abord, si tu veux. Très bien. Je m'appelle Fabrice Chardini, donc j'ai 45 ans, bientôt 46. Voilà, je suis né en Bourgogne. Voilà, j'ai passé toute mon enfance à peu près dans cette région-là. Aujourd'hui, je suis à Lyon. Après 20 ans passés à Carrefour, j'ai décidé de prendre un petit peu un tournant dans ma carrière professionnelle. Je me suis arrêté. Et puis, je suis parti pour faire du coaching, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et par la suite aussi me former en hypnothérapie et en PNL. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai ouvert mon cabinet à Lyon, dans le 2e. Super. En fait, toi, tu n'es pas là par hasard par rapport à ce fameux sujet qui est le syndrome de l'imposteur, parce que au début qu'on s'est rencontrés, c'était quelque chose qui te parlait, en fait. Ça te parle. Tu as un souvenir de ce truc. Oh oui. oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi, ça se passait dans ta vie, comment ça se manifestait, depuis quand, comment c'est apparu, si ça a été depuis toujours, C'était assez ancien, parce que je pense que ça a commencé pendant mon adolescence, en fait. Mm-hmm. C'est certainement lié au vécu familial, je dirais après le divorce de mes parents, certainement, où j'ai commencé à ressentir effectivement, je savais pas que ça s'appelait le syndrome de l'imposteur, je l'ai appris finalement en commençant la formation. Et c'était surtout lié, je pense, à une mauvaise valeur de soi-même, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai grandi avec jusqu'à mes 40 ans, en fait. Donc, tout au long de ma carrière professionnelle, c'est surtout là que je l'ai ressenti. Dans ma vie personnelle, pas trop, mais vraiment au niveau professionnel. Par contre, ça, je l'ai beaucoup. Tu as des exemples, tu vois, genre concrets pour qu'on comprenne vraiment comment ça se manifeste? Parce que c'est vrai que les noms théoriques, c'est vraiment pour nommer quelque chose, mais ce qui intéresse, c'est vraiment de savoir comment ça s'illustre dans la vie. Ouais. Oui, c'est essentiellement la peur d'être démasqué. En fait, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on va se lancer sur un projet professionnel, par exemple, et comme on n'a pas confiance dans ce qu'on est en train de faire, on a l'impression qu'à un moment ou un autre, les autres vont forcément s'en rendre compte qu'on est mauvais, qu'on ne vaut pas le truc et que donc on n'est pas à la bonne place, en fait, et qu'à un moment ou un autre, quelqu'un qui lui a toutes les capacités va forcément le voir et entre guillemets te dénoncer presque en disant voilà, ça confirme que tu n'as pas de valeur, en fait. Donc c'est une peur qui m'a accompagné pendant une bonne partie de ma carrière professionnelle quand il a fallu notamment, j'ai voulu devenir manager à Carrefour. Je suis passé d'employé à manager et j'avoue que arrivé sur un nouveau magasin en tant que manager, je me suis dit ça allait durer 6 mois. Et dans 6 mois, tout le monde allait se rendre compte que j'étais mauvais dans ce que je faisais. Donc forcément, il y avait vraiment cette notion d'être un imposteur, tout simplement, et que j'allais me faire démasquer à un moment ou à un autre. Ouais. Alors que tu avais les diplômes, que tu avais passé les entretiens, que tu avais tout qui était... tu n'as pas été pistonné, je veux dire, ça va vraiment... Non, j'ai pas été pistonné, j'ai passé les entretiens, j'étais pas le seul sur le poste. Non, j'ai été choisi pour mes qualités professionnelles, mais je me les reconnaissais pas, en fait, quelque part. J'avais l'impression que je mentais à tout le monde depuis un certain temps et que par chance, j'arrivais à m'en sortir et qu'à un moment, cette chance allait forcément s'arrêter et qu'on découvrirait le poteau rose, quoi. Et au niveau ça, c'est professionnel. Au niveau personnel, ça avait aussi un impact dans ta vie personnelle?
Au niveau personnel, j'avais du mal à me projeter dans un couple, en fait. Ouais. Parce que c'est pareil, je pensais qu'à un moment ou un autre, la personne allait se rendre compte que je n'étais pas comme elle me voyait et que c'était une question de temps avant qu'elle se rende compte que non, ça valait pas le coup de s'engager avec moi dans une relation. Qui t'étais vraiment, en fait, dans le fond? C'est comme si je C'est portais quoi tes systématiquement. croyances? T'étais qui, toi, dans tes croyances? Est-ce que Dans mes croyances, je valais pas le coup, en fait, tu tout valais pas le simplement. coup? Il y avait forcément quelque chose, à un moment ou un autre, qui, ça ne pouvait que rater. Ça ne pouvait qu'aussi bien dans mes histoires relationnelles que effectivement dans les différents jobs que j'ai pu avoir, un moment ou un autre, alors que même si ça fonctionne très très bien au quotidien et qu'on le voit, il y a toujours une partie de l'esprit qui est derrière et qui dit non, non, mais ça va pas durer parce qu'à un moment, ils vont se rendre compte de la vérité. Donc, même si les gens te rassurent en disant non, tu es quelqu'un de bien, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, tu te dis ils sont gentils, enfin, Ils sont gentils, ils se trompent, c'est parce qu'ils m'aiment bien, ils voient pas ce que moi je sais. Ils ils savent pas savent ce pas. que je Et sais. qu'est-ce que Voilà. tu sais? Et C'est moi, ça, en fait, voilà, comme inconsciemment, j'étais convaincu de ne pas avoir de valeur, en fait, à un moment où les choses m'arrivaient plus par chance qu'autre chose, moi, je savais ça. Et donc, on est presque dans l'attente du moment où ça va arriver, qui serait presque libérateur et qui, en plus, viendrait confirmer le peu de valeur, le peu d'estime qu'on se donne. Si on se fait avoir un moment ou un autre, bah, c'est que les gens ils sont enfin rendus compte du que, quoi. Mais en fait, tu provoques aussi, parce que j'imagine que ça met des freins dans ta vie, ça oui, mais en plus, ça provoque le fait de, justement, que ça te donne raison, puisque tu te sabotes un peu, j'imagine. C'est qu'en fait, oui, on reste dans l'attente. Donc, on se sabote, on évite de faire trop de projets. On n'est pas trop, c'est pas vraiment en termes d'ambition, mais en fait, à un moment, on arrive à se retrouver dans un endroit où on est dans un inconfort qu'on connaît. Ouais. Et on préfère garder cet inconfort-là plutôt que de prendre le risque d'aller encore plus loin, où là, on va se dire qu'on va multiplier les chances de se faire reconnaître, en fait. Donc, Ça mettait voilà. comment les freins concrets dans ta vie? Ça t'empêchait de passer à l'action professionnellement Oui, par rapport à ouais, ton oui. travail là, à Carrefour, par exemple? Dans mon travail, par exemple, où je suis resté 12 ans dans le même poste, alors que j'aurais pu évoluer au bout de 6 sans aucun problème, parce que je connaissais bien, au bout de 6 ans, je connaissais très bien mon boulot et je commençais à m'ennuyer. Mais en fait, à un moment, il y a eu cette peur de se dire, attends, si je vais plus loin, je vais me faire démasquer à un moment ou Ouais. un autre. Là, j'ai réussi à tenir le coup pendant 6 ans, autant continuer là-dessus. Voilà, ça passe bien, quoi. Et du coup, maintenant, ça c'est important, c'est ce qui intéresse en général les gens. Comment toi, est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est derrière toi et comment tu as fait pour justement déceler ce syndrome, symptôme, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, ce problème, et comment tu es passé à travers ça, au-dessus de ça? Alors oui, c'est derrière moi, j'en parlerai tout à l'heure un petit peu plus longtemps. Ce qui m'est arrivé, en fait, c'est de simplement finalement commencer cette formation. Parce que quand j'ai voulu commencer sur le coaching, étant donné que j'avais été manager pendant presque 16 ans, je savais que professionnellement, j'avais des qualités qui pouvaient aller dans ce domaine-là. Et en plus, c'est quelque chose que finalement, j'ai fait aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle. Mais il y a vraiment eu ce sentiment quand j'ai commencé cette formation de me dire, OK, je me lance sur quelque chose, mais enfin, de toute façon, à un moment ou à un autre, je serai pas bon. Je vais forcément me faire démasquer. Je me mets encore une étiquette de plus. Et à un moment, bah, il y aurait forcément quelqu'un qui va venir lever l'étiquette pour dire ah, non, t'es pas bon. Et vraiment, ça a été vraiment une prise de conscience parce que c'est comme si je me suis vu avec ce sentiment, ce mal-être. Et à un moment, je me suis dit, mais enfin, pourquoi tu crois ça en fait? C'est à quoi ça sert finalement de se lancer dans quelque chose, dans le développement personnel en plus, si systématiquement tu t'es convaincu que tu vas te planter, qu'à un moment ou un autre, tu vas te faire découvrir en fait. Donc, ouais, il y a eu une sorte il y a eu un tilt parce que c'est vraiment cette fois-là où je l'ai senti le plus fort parce que en fait, c'est la première fois que je choisissais aussi un métier. Quand j'ai commencé à bosser, c'est où je suis rentré à Carrefour parce qu'il y avait de la lumière. Mon frère avait bossé avant dans le même magasin que moi. Donc voilà, au début, je suis historien d'art, si tu veux. Hein, donc, il y a pas. Et je suis resté dans mon petit confort. Mais voilà, j'ai arrêté Carrefour en me disant, cette fois, je me prends en main, je décide véritablement de ce que je veux faire. Et c'est là que ça a été le plus fort. Je prenais une décision pour moi et d'un seul coup, j'avais ce sentiment ouais, vraiment d'être un imposteur. Très, très vite, je l'ai eu
parce que je me disais non. Puis je voyais les autres personnes de la formation que je sentais beaucoup plus dans l'attitude déjà des coachs. Ouais. Et moi, j'étais limite paralysé par ce truc-là et à me dire non, faut que tu travailles dessus, voir d'où ça vient. J'avais plus envie de le subir, en fait, puisque cette fois-là, j'avais vraiment fait un choix qui avait du sens dans ce que je voulais faire de ma vie. Et ça devenait oui, vraiment problématique d'avoir cette envie de donner du sens à ce que je faisais, pendant que de l'autre côté, tu as une partie de toi qui dit non, t'es un gros imposteur, ne fais pas ça. C'est un combat. Mais en gros, on peut dire que le premier acte concret, du coup, c'est d'avoir choisi quelque chose avec ton cœur, en vrai, pour la première fois. C'est ça le truc Ouais, déclencheur. ouais, c'est d'avoir Si on doit donner un vraiment. conseil, c'est ça, quoi. C'est choisir pour soi. Et après, ben, forcément, tu vas revivre ce problème, mais tu as une prise de conscience quand même. Mais il y a une prise de conscience. Le fait, effectivement, d'avoir choisi, d'avoir essayé de donner du sens à ce que je faisais professionnellement parlant. J'avais arrêté Carrefour parce que ça n'en avait plus pour moi. Là, ouais, je me suis dit, bon, attends, tu vas pas recommencer un projet qui, cette fois-là, te tient à cœur en ayant ce sentiment, parce que je savais que c'était une formation qui allait prendre un an. Et je me voyais pas travailler un an avec ce sentiment derrière moi de me dire, à un moment, tout le monde va se rendre compte que t'es pas fait pour ça, quoi. Et c'est quoi qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, oh non, c'est bon. C'est le fait que tu l'aies exprimé, que tu l'aies nommé, identifié, c'est ça? C'est quand je l'ai identifié, en fait. C'est quand j'ai lu la définition, je sais plus dans quel chapitre c'est de la formation. Mais à un moment, j'ai dit, bah oui, en fait, c'est tout à fait ce que j'ai, entre guillemets, comme si c'était une sorte de maladie presque en fait. Et j'avais envie de guérir de ça, de sortir de cette logique en me disant ok, bah on y va. De toute façon, si j'ai arrêté Carrefour, si je me suis mis parce que je suis passé par une période d'arrêt, c'est pour m'occuper de moi et ça commencera forcément par ça. Ouais. Oui, bien sûr. Donc il a fallu travailler sur qu'est-ce que ça cachait finalement, parce que c'est aussi un masque qu'on porte quand on est dans cette position-là en fait. Mais évidemment, c'est toujours des masques, les mécanismes de masques. défense, c'est ça. Mais du coup, tu disais que c'est derrière toi. Et si ça revient, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu te dis, bien sûr. où est-ce que c'est revenu à un moment donné? Alors, non, c'est pas revenu. En fait, aujourd'hui, il y a une différence entre ce que je pouvais vivre vraiment, qui était une peur irrationnelle, donc uniquement dans l'émotion, et aujourd'hui, ce que j'appellerais finalement un doute raisonnable. C'est-à-dire, je suis plus dans l'anticipation de quelque chose. Voilà, je me suis lancé en tant qu'hypnothérapeute et coach. Voilà, peut-être que ça ne marchera pas, mais ce sera pas à cause de moi, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est pas parce que je suis un imposteur. Ça va peut-être mettre du temps à se développer et ainsi de suite, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein par rapport à ça et j'ai pas cette peur de me dire à un moment ou un autre, on viendra toquer à ma porte pour me dire arrêtez ce que vous faites, vous êtes pas bon ou vous êtes pas, voilà. Aujourd'hui, il y a un doute c'est pour ça que je dis un doute raisonnable parce qu'il est réfléchi. Il est dans l'anticipation de me dire ok, t'as pris ce projet, t'as développé le truc. Maintenant, on va voir où ça m'emmène, mais ça reste, c'est beaucoup plus serein qu'avant. Il n'y a pas cette trouille de me rendre compte que je suis pas bon ou que je fais pas les choses correctement ou que je m'occupe mal des gens que je peux rencontrer et ainsi de suite. Tu as les clés aujourd'hui, tu te dis je saurais quoi faire si jamais je dois rebondir ou réadapter ou réajuster. Ouais, tu anticipes plus en te disant on verra, mais si ça se passe, ben, au final, tu vas faire des actes concrets, quoi. C'est ça. Voilà. Je doute pas de ce que j'ai choisi. C'est plus, ça ne me fait plus peur en fait aujourd'hui. J'ai pas cette peur irrationnelle c'est pour ça que je parle de doute raisonnable parce que c'est juste envisager que ce qui peut se passer dans n'importe quel cas finalement. Voilà, être conscient de mes propres limites et être conscient que le boulot c'est pas forcément parce qu'on a choisi d'être coach qu'on va avoir 50 personnes qui attendent à la porte. Voilà, on aura les personnes qui viendront au fur et à mesure, c'est pas un souci, mais il n'y a pas c'est pas parce que je suis un mauvais coach, je me vois pas du tout comme un mauvais coach, au contraire, sans prétention aucune, je pense que je suis un bon coach. Je suis pas le meilleur, là ce serait orgueilleux. Non, comme je suis un bon hypnothérapeute, moi ça me pose pas de problème de le dire, mais j'ai pas cette trouille qu'à un moment on vienne me dire non en fait vous êtes mauvais. Voilà, Donc c'est déjà incroyable de dire ça alors que tu partais de on va me démasquer. Là tu affirmes, tu dis voilà je sais ce que je vaux. Au final je sais que voilà mon taf il est bon. Et du coup est-ce que tu as des exemples de conséquences de changements positifs grâce à ça? Le plus important, c'est de m'être mis à mon compte et d'avoir lancé mon activité, en fait. Parce que j'aurais pas été capable il y a encore 3 ans. Parce qu'en plus, dans le syndrome de l'imposteur, il y a cette notion d'aller chercher de la validation auprès des autres. Même si on la craint, parce qu'on se dit qu'à un moment ou à un autre, si c'est les autres qui vous démasquent, on leur met aussi cette responsabilité, finalement, de vous valoriser.
On va pas se trouver bon dans ce qu'on fait. Moi, quand j'étais manager ou quand j'étais formateur, je sais que j'ai été bon. Mais je le sais parce que c'est les autres qui me l'ont dit, parce qu'il y avait un retour d'expérience des gens que j'avais formés qui disaient tiens, lui, il est bon, quoi. Mais j'avais besoin de ça pour me valoriser. Aujourd'hui, j'ai pas besoin, en fait, de l'approbation des autres. J'ai pu me lancer tout seul en me disant si tu as les capacités, tu peux le faire. Ce que tu fais, tu le fais bien. Il n'y a pas de raison, en fait. J'ai plus besoin de l'attente du regard des gens, en fait. Imaginons que quelqu'un te dise aujourd'hui, écoute, c'est pourri ce que tu fais. Mm-hmm. Comment toi, tu penses que tu pourrais gérer ça? Comment tu peux gérer ça? J'aurais plus tendance à considérer que je suis pas la bonne personne pour l'accompagner, mais que ça vient pas de mon accompagnement, en fait. C'est plus une question de personne, de relation, finalement, et j'ai pas, non, ouais, je pense que c'est plus que oui, voilà, je suis simplement pas la bonne personne pour accompagner cette personne-là, tout simplement. Donc, t'es passé vraiment d'un état où c'était vraiment quelque chose qui t'handicapait, on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est vraiment un message d'espoir pour les autres qui ressentent ça, c'est de se dire, ben, vous voyez, c'est possible. Parce que là, du coup, tu te dis, bah, au final, allez, imaginons, même si ton ego est un peu touché, tu ne te remettrais plus en question à ce point comme tu aurais Non, pu le faire. aujourd'hui, je me ferai un feedback, en fait, mais un vrai feedback, pas un constat d'échec. Je Ouais, me dirais, bon, d'accord, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien fait, mais je m'arrêterai aussi à tout ce que j'ai pu bien faire, en fait. Et tu que t'appuies j'ai sur ce que plus tu as par réussi à faire au lieu de tout ce ce que j'aurais qui... réussi à faire et quelles sont mes pistes d'amélioration, en fait. Il n'y aura pas de constat d'échec de me dire, ah, je me suis complètement raté, je le savais, de toute façon, j'aurais jamais dû faire ça, voilà, je me suis fait démasquer. Non, ça ne fonctionnera pas de cette manière-là, cette fois. Parce que ça m'est arrivé. J'ai rencontré forcément des personnes avec qui ça s'est pas aussi bien passé qu'on l'espérait, mais j'en ai plus tiré des conséquences positives à me dire, OK, bah, si jamais j'ai une prochaine fois, je ferai les choses différemment parce que j'en suis capable. Et c'était pas un constat de me dire, t'as mal choisi ta profession, autant que t'arrêtes tout de suite et va faire autre chose, retourne bosser en hypermarché. Ça, au moins, tu connaissais. Voilà. Ce qui se serait passé avant si tu n'avais pas transcendé Ce qui se serait passé avant. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. À un moment, je pense que je serais retourné vers ce que je connaissais, en fait. Même si c'était très inconfortable et que ça n'avait pas de sens, je serais retourné parce que, au moins, au bout de 20 ans, je savais le faire, en fait, tout simplement. Ben, du coup, comme tu es passé à l'action, que tu as lancé tes activités, est-ce que tu peux nous expliquer ben, justement ce que tu fais? Quelles sont tes activités aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Tu as plein de Eh bon. trucs intéressants. Oui, oui, bah aujourd'hui, je fais donc coaching, voilà, coaching psycho-émotionnel. Et dans le même temps, dans le même cabinet, en fait, je fais aussi de l'hypnose, de l'hypnothérapie. Ouais. Donc, je mixe un peu les deux en fonction des demandes des gens, je m'adapte. C'est ce qui est intéressant avec ces deux outils, c'est qu'il y en a un qui va le coaching pour les gens qui ont peur de l'hypnose, entre guillemets, même si finalement, dans le coaching, on retrouve certaines choses qui sont proches de la PNL, comme la PNL est aussi un peu une forme d'hypnose, c'est assez intéressant de travailler comme ça. Et voilà, je propose finalement plein de choses, vu qu'on peut faire énormément de trucs en hypnose, comme énormément de choses en coaching. C'est un accompagnement. Ce que j'aime dans le coaching, c'est qu'il y a un échange sur la durée. Mm-hmm. On voit les gens 3, 4, 5 fois. On peut les accompagner d'une manière différente de l'hypnose. La PNL aussi est très intéressante. Enfin, et on traite, je dirais, on peut traiter tout ce qui n'est pas physiologique, en fait, finalement. Tout ce qui n'est pas constitutif à la personne est traitable aussi bien, finalement, en coaching qu'en hypnose, quoi. Il y a des choses plus rapides. Il y a des choses qui prennent plus de temps. Ça dépend comment on aime travailler avec la personne. Si on veut que ce soit elle qui prenne véritablement conscience, le coaching est tout indiqué pour ça, parce qu'il y a ce questionnement qui est intéressant, d'aller creuser la carte du monde de la personne en face de soi pour qu'elle aille chercher elle-même ses propres ressources. Ce qu'on fait en hypnose aussi, mais en passant par l'inconscient. Donc finalement, les deux approches sont très semblables. Les méthodes de travail sont pas les mêmes, c'est tout. Mais le but de voir la personne réaliser des choses et aller chercher en elle les réponses dont elle a besoin, les ressources, c'est le kiff de ce métier, en fait. Et gros, dans l'hypnose, tu vois, ben justement, c'est l'occasion, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont encore peur, malgré que ce soit connu. Bien sûr. Comment tu peux les rassurer? Enfin, qu'est-ce que tu leur dis si les personnes te disent l'hypnose, j'ai peur, c'est bizarre, enfin, je perds mes moyens? Déjà, c'est que c'est un état naturel, que la plupart du temps, tout le monde fait de l'hypnose tous les jours. Il suffit de se mettre devant un film et de se perdre dans le film, dans l'histoire. On n'a plus conscience de ce qui nous entoure. Et ça, c'est déjà en fait une forme d'hypnose, puisque c'est juste de l'hyperconcentration, l'hypnose. La seule différence quand ça se fait en cabinet, c'est qu'on induit une transe hypnotique.
Mais la personne garde le contrôle à 100%. Elle a juste un petit peu à lâcher prise, mais finalement, lâcher prise, c'est déjà du contrôle. Donc, et après, faut pas confondre ce qui est hypnose de spectacle et hypnose thérapeutique. Et de toute façon, une des règles, c'est que l'inconscient ne fera jamais ce qu'il veut pas faire. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'on vous met en transe qu'on va vous faire danser tout nul à lambada à un moment, quoi. C'est bon. Si l'inconscient ne veut pas, il n'y a pas moyen. Et c'est une expérience, c'est des expériences à vivre. Il y a des petites choses à vivre avant d'aller profondément que les gens peuvent tester. Il n'y a pas besoin de forcément aller dans un cabinet pour parler d'une problématique, mais il suffit simplement de se fermer les yeux de temps en temps et faire une concentration, presque de la méditation finalement. Ça ressemble, c'est déjà de l'hypnose aussi. Enfin, moi j'aurais tendance à dire que tout est hypnose, mais prendre sa voiture et puis savoir comment on est arrivé chez soi. Voilà, cet oubli qu'on a pu avoir, c'est une forme d'hypnose en fait. Donc, l'hypnose est juste naturelle. La seule différence, c'est que le thérapeute va l'induire en vous accompagnant et travailler sur quelque chose qui préoccupe, tout simplement. Et c'est qui les personnes qui viennent te voir? Quelles sont les problématiques que tu abordes avec les personnes? J'ai beaucoup de gens qui viennent. Alors je vais avoir autant, j'ai eu des problèmes je ronge mes ongles, j'ai des problèmes de peau, j'ai des angoisses qui peuvent aller jusqu'aux angoisses de mort des fois. Donc là, il y a tout un travail à faire qui est aussi dans le questionnement parce que finalement, c'est une partie en commun entre le coaching et l'hypnose, c'est la définition d'objectifs qui est très importante entre ce que les gens disent et ce qu'il faut comprendre, ce qui n'est pas dit justement. Il y a le tabagisme, voilà, le stop tabac, il y a les addictions. Je suis spécialisé aussi sur la gestion du poids, puisque je peux aller jusqu'à l'anogastrique hypnotique. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ça? C'est une technique qui fonctionne très bien, en fait. On a aujourd'hui en moyenne 80% de réussite par rapport à 70 pour le véritable anneau avec la véritable opération. Donc, ce qui est assez exceptionnel. Alors, c'est un travail qui, pareil, se fait sur plusieurs séances, 4-5 séances. Il y a toute une préparation. On le propose pas à tout le monde. On a aussi des règles dans la profession qui font que quelqu'un qui aurait pas un IMC qui dépasse 135, on ne lui propose pas. On fait de la gestion du poids avec. Et si ça dépasse 135, on est presque sur des cas d'obésité morbide, en fait. Donc là, on va proposer effectivement l'anneau hypnotique. Mais en dessous de 135, on s'est fixé comme limite de ne pas le faire pour garder aussi un peu, pour être sérieux dans ce qu'on fait. On ne veut pas non plus. Donc voilà, non, il y a de la gestion de la douleur aussi qui est très intéressante à traiter en hypnose parce que la douleur est une émotion. Donc une émotion, elle se traite là. Je dis pas qu'elle n'existe pas dans le corps, mais souvent 80% de la douleur ressentie est psychologique en fait. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui utilisent quand même cette technique. Oui. Ça s'ouvre vachement. Ça commence à s'ouvrir de plus en plus. Ouais. Ils essayent de garder un petit peu la main dessus, ce qui peut se comprendre en proposant ça aux infirmiers anesthésistes. Parce que c'est vrai qu'on peut faire de l'anesthésie. Moi, je fais déjà de l'anesthésie pour les gens qui vont chez le dentiste. Je le fais pas encore en chirurgie lourde parce que c'est d'autres techniques qui demandent une spécialisation supplémentaire. C'est ce qu'on appelle de la deep hypnose. Mais aujourd'hui, oui, quelqu'un qui veut aller chez le dentiste, qui veut pas se faire piquer par des produits, je suis tout à fait en capacité de lui anesthésier les gencives pour qu'il ne sente rien. Et puis pour les gens qui ont des traitements lourds, ça peut aussi être un bon complément pour atténuer. Tout à fait. Tout ce qui est chronique. En mixant aussi plusieurs médecines, au final, c'est bien sûr. Ah oui, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de fermeture en fait. C'est une des postures du thérapeute et qui est commune aussi à celle du coach, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans ce qu'on nous amène. Donc on n'est pas là pour juger ce que la personne nous donne, on est là pour faire en sorte qu'elle aille mieux, qu'elle soit dans le mieux-être. Donc après, voilà, c'est ce qui est intéressant. Mais oui, on peut faire encore énormément de choses. Il y a encore plein de choses que j'ai pas rencontrées. Hein, je suppose que tous les soucis humains peuvent se traiter avec le coaching plus l'hypnose. Et du coup, toi, tu es assez complet. Alors, même pour le syndrome de l'imposteur, du coup, ils pourraient venir te voir aussi et que tu mixes comment tu pourrais les aider, par exemple, avec ça. Tu travaillerais sur plusieurs plans. Il y aurait plusieurs choses à travailler, oui, déjà sur la notion de valeur, les valeurs de la personne, parce que souvent, en fait, je pense qu'une des causes, c'est qu'on ne suit pas le sens de notre vie quand on commence à aller sur ce genre de choses-là, qu'on n'a pas suffisamment d'estime de soi. C'est aussi parce qu'on n'est peut-être pas en train de respecter ses propres valeurs internes, en fait. Et je crois qu'il y a tout un travail de connaissance de soi qui est à faire, parce que ce mal-être, il vient de quelque part, forcément. C'est pas quelqu'un qui nous l'a amené, qui l'a déversé sur nous, c'est nous qui avons construit ce syndrome de l'imposteur. Donc c'est que quelque part, on fait quelque chose contre nous.
parce qu'on ne respecte pas quelque chose en nous. Donc, le coaching et l'hypnose sont très bien pour savoir justement qu'est-ce qui nous motive, en fait. La vraie question, c'est est-ce que la vie qu'on mène est celle qui nous correspond profondément. Et l'hypnose peut aider à trouver ces valeurs-là, mais le coaching, tout à fait, il y a un vrai travail très intéressant à faire là-dessus. Et après, mettre les choses en place, remettre de la confiance en soi et pourquoi pas changer de vie. Après, toi, tu es l'exemple, voilà, que c'est possible, hein, c'est très Ouais, possible. tout à fait. Ouais. Oui, oui. Bah oui, c'est largement possible en fait. C'est même là que c'est le plus surprenant. Quand j'ai commencé cette formation il y a 1 an avec toi, je pensais pas arriver à ce résultat-là en fait. Parce que je pensais avoir, voilà, mes 40 ans, ma vie, mon histoire familiale, tout ce qui avait pu se passer, que c'était trop lourd à traiter, et ainsi de suite. C'était depuis trop longtemps. On croit ça, les années, c'est trop longtemps. Ouais. C'est trop long, c'est comme ça depuis tellement d'années. Pourquoi je changerais? Je peux pas, j'ai pas les moyens. Ouais, bien sûr. Et au final, on minimise aussi ce changement parce que regarde, là, tu es installé, tu as lancé ton activité, tu as des personnes, tu es vraiment actif maintenant dans tes nouvelles activités que tu aimes en plus, dans lesquelles tu te sens bien. Et tant mieux. Comment on fait pour te trouver justement à ce propos? Toi, tu es à Lyon, mais comment on veut un rendez-vous avec toi pour coaching? Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, donc normalement on cherche on mettra tout en dessous de la vidéo, mais voilà, tu es chez toi aussi à Lyon, c'est ça? Ouais, j'ai mon cabinet qui est à 300 mètres de chez moi. Super. Et je suis sur Doctolib aussi, et je vais m'inscrire sur un nouveau site qui s'appelle Hypnolib. Je leur fais un peu de pub en passant parce qu'ils viennent de se lancer. Ok, et tu travailles en ligne aussi, c'est ça, hein? Pour l'instant, pas encore. La visio, j'en ai pas. J'y réfléchis parce que c'est vrai que j'aime le contact humain et j'ai besoin de la présence de la personne. C'est quelque chose qui on ressent d'autres choses en fait. Il y a aussi bien en coaching qu'en hypnose, il y a une sorte de synchronisation qui se met en place, qui est intéressante, vu qu'on sait que la communication ne passe pas par le verbal, hein, pour 80%. Presque pas, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai aujourd'hui, pour travailler, pour être à l'aise dans le travail que je fais, j'ai encore besoin d'avoir la présence physique de la personne. J'en apprends beaucoup, je pense, quand elle... Mais donc Lyon, quoi. Il y a des trains, de toute façon, celui qui veut... Voilà. Il y a des trains, on peut venir de Paris, c'est 2 heures. C'est une ville connue, assez accessible. Voilà. Lyon est une ville superbe, il faut la visiter. Très jolie à visiter aussi, il fait beau. Voilà. Ben, écoute, Fabrice, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Voilà, on va mettre toutes les informations si les gens ont vraiment envie de travailler avec toi, et je pense que ils y gagneraient vraiment. Je suis super contente que justement, que tu sois là, que tu aies lancé tes activités, que ça fonctionne pour toi. Donc, je te souhaite que ça continue et mieux encore plus. Voilà. C'est fait pour. C'est en route. Et tu sais maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu sais. Voilà. C'est magnifique. Non, merci. Et à très bientôt alors. Je te dis. À très bientôt, Fanny. Bon vent. Salut. Merci beaucoup. Salut. Ciao.